Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, pour ce cours du mardi 7 avril, je souhaite ici poursuivre ce cours sur les forces centrales et étudier un peu plus précisément ici les mouvements elliptiques, ici dans les champs de force centrales conservatifs ici newtoniens, attractifs. Donc c'est le contexte ici des planètes du système solaire, d'accord? Et on va se placer notamment dans le cas d'une énergie mécanique ici négative. D'accord? Tout en restant supérieur au minimum d'énergie potentielle effective. Rappelez-vous, donc ça c'était l'allure, l'allure à connaître de l'énergie potentielle effective, d'accord, dans un champ de force central newtonien attractif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dès que l'énergie mécanique ici du corps céleste devient négative, d'accord, tout en restant supérieur à cette valeur minimale d'énergie potentielle effective, on est dans un état lié, la trajectoire est bornée, R appartient à RP, RA, d'accord? Et on entre ici dans la famille des trajectoires elliptiques, d'accord, que nous avons présentées la semaine dernière. Il s'agit aujourd'hui de les étudier un peu plus en détail, et notamment d'étudier le mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. Ce mouvement, vous le savez, il est régi par trois lois de Kepler, et il s'agit en fait aujourd'hui vraiment d'expliciter cette énergie mécanique, ici d'une planète en orbite elliptique autour du Soleil, et surtout être capable, vous voyez, d'estimer la vitesse d'une planète sur une orbite elliptique. D'accord? Donc, petite partie de cours, d'accord? On va s'intéresser uniquement à cette énergie mécanique EM3, d'accord? Et l'étude des trajectoires elliptiques des planètes autour du Soleil. Et ensuite, on va étudier deux exercices de la fiche de TD qui étudient ce mouvement. D'accord? Donc on y va, c'est la suite du cours, donc ça on avait fait, très bien, donc c'est le ici grand 5, si je ne me trompe pas, ouais, donc grand 5 du cours, c'est l'avant-dernière partie, la dernière partie sera l'étude du mouvement circulaire des satellites, donc aujourd'hui on y va, grand 5, étude du mouvement elliptique des planètes, donc grand 5, étude du mouvement elliptique des planètes, voilà. Alors, avant de formaliser tout ça et de mettre en équation ici le problème, on va rappeler ici, d'un point de vue historique, les lois de Kepler. Très importantes, elles sont à connaître, il y en a trois. Donc, petit 1, on va rappeler les trois lois ici de Kepler. Alors, vous le savez, j'ai déjà donné quelques dates, 1609, 1618, et en fait, il faut savoir qu'elles font suite aux observations de Tycho Brahe, d'accord, pendant 8 ans. Donc il a observé l'orbite de Mars, pardon, avec une précision quand même de 2 minutes d'arc pour l'époque. Et suite à ces relevés expérimentaux, Kepler va annoncer trois lois. Donc ce sont des lois qui sont bien antérieures à la loi de gravitation universelle et à la loi de deuxième loi de Newton, 1687. Donc ça, on va le noter comme introduction. C'est important de placer, faire un peu d'histoire des sciences. Donc ça, c'est suite aux observations pendant 8 ans quand même, ça il faut le noter. Donc pendant 8 ans, de l'orbite de Mars, donc de l'orbite de Mars, par Tycho Brahe. Alors Tycho, T-Y-C-H-O, d'accord, de Tycho Brahe. Ouais. Remarquons quand même la précision des relevés, avec une précision ici de l'ordre de 2 minutes d'arc. Allez, je le note en toutes lettres. D'accord. Kepler, il énonce trois lois. Kepler énonce trois lois. Vous les connaissez, vous les avez étudiées l'année dernière en terminale. La première, c'est la loi des orbites. D'accord? Donc, on y va. Première loi, la loi des orbites. Donc, on est en 1609. Loi des orbites. On y va, on note, à connaître, les planètes du système solaire. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil est l'un des foyers. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques,
dont le Soleil est l'un des foyers. Rappelez-vous, l'ellipse, c'est une conique qui possède deux foyers. Ici, le Soleil, qui est le centre de force attractif, d'accord? Et ici, pardon, c'est l'un des foyers. Vous voyez, je parle en même temps, voilà. Et l'un des foyers. Donc, s'il faut retenir de cette loi des orbites 1109, trajectoire elliptique des planètes, on est bien dans le cadre de ce cinquième paragraphe. Le Soleil est l'un des foyers. Le Soleil est bien le centre de force ici attractif dans l'interaction gravitationnelle, hein, qui est une force centrale newtonienne attractive. Bien. Ensuite, toujours la même année, 1109, la loi des airs. Loi des airs, 1609. J'en ai déjà parlé dans la conservation du moment cinétique. Rappelez-vous, le rayon vecteur, Soleil-planète, donc le rayon vecteur, Soleil-planète, donc dans la suite du cours, ce rayon vecteur, donc S pour Soleil, la planète M. Alors je ne vais pas mettre P parce que P, ce sera le périhélie, d'accord? Donc ce sera le vecteur SM, le vecteur SM. Donc le rayon vecteur Soleil-planète SM, ce vecteur SM balaye des airs égal, pendant des intervalles de temps égaux. Pendant des intervalles de temps égaux. Voilà. Bon. Autant que la loi des orbites, donc ça fait appel à ce qu'on a vu la séance précédente, hein, la notion d'énergie potentielle effective, la condition d'état lié, l'énergie mécanique négative, voilà, on admet que la trajectoire est elliptique, voilà, dont le Soleil est l'un des foyers. La loi des airs, vous voyez, ça doit vous faire penser, rappelez-vous, la vitesse aérolaire, qui est constante dans l'interprétation géométrique de la constante des airs, c'est égal r carré θ point. Ça, c'est lié à la conservation de la norme du moment cinétique. D'accord? Alors là, il y a même des équations, hein, des équations très, très précises. L'équation de Kepler. L'équation de Kepler, en fait, elle permet de déterminer l'air balayé en fonction de la position exacte de la planète. D'accord? Donc ça fait appel à des angles, à des paramètres bien particuliers de l'ellipse. Bon. 9 ans plus tard, loi des périodes. Loi des périodes, ici, 9 ans plus tard, ici, voilà, 1618. Loi des périodes, vous la connaissez, j'en dis un tout petit peu, c'est bon. Le rapport T carré sur A cube est le même pour toutes les planètes du système solaire. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein, cette relation, cette loi qui est fondamentale, fondatrice en astrophysique d'ailleurs. Donc le rapport T carré sur A cube, T, période de révolution de la planète autour du Soleil, A, rappelez-vous, A c'est le demi-grand axe de l'ellipse, d'accord? Donc ce rapport, il est le même pour toutes les planètes du système solaire. Donc je place au contexte, c'est l'étude des mouvements des planètes elliptiques, hein, d'accord? Pour toutes les planètes ici du système solaire, voilà. Donc bien sûr, si on peut prendre l'exemple de la comète, hein, comète ici de Halley, pour la trajectoire elliptique, là je n'intéresse qu'aux planètes. D'accord. Voilà. Donc on peut retranscrire ces résultats à un autre corps céleste, évidemment. Donc voilà, t carré sur a cube est le même, ce rapport est le même pour toutes les planètes, tous les astres du système solaire. Donc cette loi, en fait, on va noter, elle traduit une certaine harmonie, d'accord, du système solaire. Donc cette loi traduit une certaine harmonie dans le système solaire. Et on va le noter, c'est également une loi fondatrice en astrophysique. Une loi fondatrice ici en astrophysique. Alors là, ici, ce rapport ici est constant, et cette constante, en fait, on peut la déterminer. Ici, t carré sur a cube, en fait, ça, c'est 4 pi carré. On en aura besoin d'exo. D'accord? 4 pi carré sur g, donc 4 pi carré divisé par g, la constante de gravitation universelle, 6,67 10 puissance moins 11, g fois, alors, la masse du centre de force, notre ms, plus la masse de la planète. En toute rigueur, voici l'expression du rapport t carré sur a cube, 4 pi carré divisé par g, fois ici la somme des masses, masse de la planète en orbite elliptique autour du Soleil, centre de force attractive de masse ms. Sauf que, voilà, la plupart du temps, première approximation, comme la masse du centre de force est très largement
supérieure à celle de la planète, ou autrement dit, la masse de la planète est bien négligeable à celle du Soleil. Donc dans tous les cas, voilà, on se réduira au rapport 4 pi carré sur GMS, dans le cas ici usuel où évidemment la masse ici du Soleil est bien supérieure à celle ici de la planète. D'accord? Voilà. Bon, ça, également en astrophysique, en fait, sachez que la mesure, et finalement, vous voyez, la mesure de la période de révolution et du demi-grand axe permet de déterminer en fait la masse du centre de force. Oui, il permet de déterminer la masse ms ici du centre de force. Bon, voilà pour un rappel de ces trois lois de Kepler, hein. Loi des orbites, trajectoire elliptique dont le Soleil est l'un des foyers. Loi des airs, le rayon vecteur sur les planètes balaye des airs égales pendant des intervalles de temps égaux. Et le rapport T carré sur A cube, d'accord? Et il est le même pour toutes les planètes, hein, pour tous les corps célestes dans le système solaire. D'accord? On y va ensuite, deuxième temps, on va exprimer en fait l'énergie mécanique. Donc c'est une démonstration fondamentale dans ce chapitre. Il faut savoir, vous allez voir, pas mal de sujets de TD où on vous demande d'exprimer. Donc on ne fera pas la démo à chaque fois en TD, hein, d'accord? Là, ce qu'on va faire en démonstration de cours, on va prendre deux exos, on vous demande cette démonstration. Voilà, on ne va pas le refaire à chaque fois. Donc il faut savoir exprimer en fait l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique. Voilà. Donc ça, des mots qui est très importante, qui est des mots à connaître, à vraiment maîtriser. D'accord? Voilà. Alors, bon, on va commencer par faire le schéma de la trajectoire elliptique de la planète autour du Soleil. Donc on y va, on part d'un repère ici, x ou y, d'accord? Voilà, au prime, hein, j'avais noté de mémoire au prime le centre ici de l'ellipse. À partir de là, je vais représenter ici mon ellipse, hein, mon cercle aplati avec un demi-grand axe, un demi-petit axe. Donc sachant ici, donc je vais mettre ici, ouais, 6, 12, 7. D'accord, et ici, ouais, 7 également. Voilà, on y va, on va tracer l'allure de l'ellipse, trajectoire elliptique de la planète autour du Soleil. D'accord. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va, on valide. Allez, voici l'ellipse. D'accord, voilà. Je place les deux foyers de l'ellipse, symétriques par rapport au centre O', 4 cm et 4. Donc là, j'ai deux foyers d'ellipse. Deux foyers, hein. Je rappelle la distance entre le centre O' et l'un des foyers, sa distance interfocale, C. Donc je vais placer, comme d'habitude, comme j'ai fait vraiment, je l'avais placé ici, je vais placer voilà, le Soleil, S, S comme Soleil, très bien, de masse MS, ça c'est le Soleil ici, centre de force attractif. Donc centre de force, je vous rappelle, attractif. Voilà. On est bien dans un état lié, la trajectoire est bornée. Ouais, la trajectoire est bornée. Entre quoi et quoi? Entre, rappelez-vous, il y a deux points particuliers de cette trajectoire elliptique. Il y a le périhélie, voilà, donc hélios, hélie, périhélie, où finalement la distance entre le centre du Soleil et ce point P est notée RP. D'accord, sa distance ici, voilà, RP, distance minimale, ici au Soleil. Donc là, on a la distance RP, distance périhélique. Donc trajectoire bornée entre RP, d'accord, distance minimale, distance maximale, ici, elle est diamétralement opposée. Ici, on a ici l'aphélie, d'accord, et on aura RA, ici la distance aphélique entre A et le centre du Soleil. Voilà, là on aura, je vais mettre RA ici. Vous voyez, vous le savez évidemment, RP, centre du Soleil, point P, RA, du point A, aphélie, au centre du Soleil, S. D'accord, RA, c'est effectivement tout ça. Et on trouve le fait que quand on fait la somme de RA plus RP, on a deux fois un demi-grand axe. Et deux fois un demi-grand axe, ben c'est un grand axe. Parce que, oui, rappelez-vous, le demi-grand axe, il est là. Ça, c'est A, demi-grand axe. Demi-petit axe, rappelez-vous, il est là, il est bleu. D'accord, la distance interfocale, elle est là, pas gênant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est demi-grand axe et demi-petit axe. Bon, la planète, elle est où la planète? Bah, la planète, je vais la placer là, par exemple, voilà, un instant T. Je vais orienter arbitrairement la trajectoire, oui, je vais la flécher dans ce sens-là, voilà, comme ceci, comme ceci.
Et vous savez que voilà, le mouvement est plan, hein. Trajectoire elliptique, hein, contenu dans le plan X ou Y, d'accord? Le mouvement est plan, et donc le point M est non pas représenté par ses coordonnées sphériques, hein, vous le savez, mais ses coordonnées polaires, telles qu'à chaque instant, la distance entre S et M, alors SM, est notée R de t. Là, on aura voilà, le rayon vecteur ici, voilà, R de t. On aura également l'angle polaire, θ de t ici, un peu de place, θ de t, tel qu'à chaque instant, point M, voilà, on peut se représenter une base locale polaire, ER, Eθ. Donc ER dans le sens des rayons croissants, Eθ, faites gaffe, dans le sens des θ croissants, perpendiculaire ER, comme ceci. D'accord? Donc Eθ, perpendiculaire à ER, hein, et dans le sens des θ croissants. Θ croissant, ici, voilà. Donc, schéma classique, d'accord, de l'orbite elliptique d'une planète M autour du centre de force S, un centre de force attractif. Là, ce qu'on veut, c'est exprimer l'énergie mécanique. Alors, ce que vous savez, hein, la planète est soumise uniquement à une force centrale, ici conservative, newtonienne, attractive. L'énergie mécanique, elle est constante. Cette constante, d'accord, ici, elle dépend des conditions initiales, hein, d'accord. Cette constante, on peut la déterminer, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est exprimer cette énergie mécanique. Et ce que l'on sait, en fait, on va s'aider de 2 points. On fera toujours ça, en fait, exprimer l'énergie mécanique, d'accord? Et surtout, on va l'exprimer en 2 points particuliers. En fait, il est plus simple d'exprimer l'énergie mécanique au point P et au point A. Parce qu'au point P et au point A, on a des rayons qui sont respectivement au périhélie minimale et maximale à l'aphélie. Donc, rayons ici qui seront finalement extrémaux, en A et P. C'est-à-dire que la vitesse radiale sera nulle en ces points-là. Donc ça permet de simplifier l'expression de l'énergie mécanique. Donc on va exprimer cette énergie mécanique au point A ou au point P. D'accord? Donc on y va. Donc ça, toujours hein, à la suite. Voilà, on va replacer le contexte. On va réécrire l'énergie mécanique hein, de la planète M. Ici. Donc voilà. Donc, alors. Donc ici on est bien dans le contexte. Voilà. Ici. Donc on rappelle. Donc la planète ici. Voilà. La planète. Peut-être le noter quand même, hein, j'hésite à le noter. Bon, on n'est pas à une 2 lignes près. Donc la planète ici, M de masse M, elle est soumise, voilà, on va le noter quand même, à une force centrale, conservative, newtonienne, attractive, ouais, de la forme. Bon, en plus j'ai passé ma base polaire, donc je peux le noter, moins G, masse de la planète, masse du Soleil, ms, sur R carré, ER. D'accord? Très important. Force centrale, conservative, newtonienne, attractive. D'accord? Donc ici, dans la base polaire, le mouvement est plan. Donc, en effet, mouvement plan, conservation ici de la direction du vecteur moment cinétique de la planète par rapport au centre de force S du Soleil. D'accord? Donc tel que son énergie mécanique, voilà, soit de la forme, c'est-à-dire que son énergie mécanique, rappelez-vous, l'énergie mécanique de la planète, hein, voilà, ça on le sait, c'est la somme de son énergie cinétique radiale, plus énergie cinétique orthoradiale, plus l'énergie potentielle d'interaction. D'accord, rappelez-vous, la force ici dérive de cette énergie potentielle d'interaction, elle est conservative. Bon, rappelez-vous, on introduit la constante des airs, donc ça fait un petit rappel également. On va transformer le r carré θ point carré en, rappelez-vous, 1 demi de m c carré sur r carré. Alors l'énergie potentielle d'interaction, rappelez-vous, c'est en moins g mms sur r. D'accord? Il me reste un tout petit peu de place, c'est parfait. Rappelez-vous, la somme de ces trois termes, la somme, elle est constante. Et cette constante peut être déterminée grâce aux conditions initiales. D'accord? Donc faites attention, énergie potentielle en moins G mms sur R. Et rappelez-vous, on peut introduire avec une énergie potentielle effective qui ne dépend que de R. L'énergie potentielle effective, c'est l'énergie potentielle d'interaction à laquelle vous devez rajouter l'énergie cinétique orthoradiale, donc ici le 1 demi de m c carré sur r carré.
Donc l'énergie ici, rappelez-vous, donc ça me donne 1 demi de C carré, 1 demi de M C carré sur R carré, moins G MMS sur R. Voilà. Donc ça c'est des rappels ici, rappelez-vous, hein, du grand 3 et du grand 4. D'accord? Voilà. Et ça, voilà. Si on réécrit l'énergie potentielle effective, d'accord? Donc on introduit, pardon, l'énergie potentielle effective, on peut réécrire l'énergie mécanique, car rappelez-vous l'intérêt, ici ben, on se ramène, d'accord? L'étude est analogue à l'étude finalement au problème, un système conservatif, d'accord? En 1 demi de mr point carré, donc l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique radiale et de l'énergie potentielle effective, qui ne dépend que de R. Ok, voilà. Alors une fois qu'on a ça, voilà. La méthode, c'est toujours la même. Donc ça, c'est d'un rappel, hein. Vous voyez, j'ai hésité à le mettre, hein. J'ai été quelques secondes à dire est-ce que je le fais, je le fais pas. Bon, on le fait quand même. Là, maintenant, en méthode, le point méthode, il est où? Il est toujours le même. Donc la démo, en fait, donc ça en exo, vous pouvez le rappeler très rapidement, hein. Dire qu'en exo, si vous avez, là on est en plein dans le cours, ça je pense que vous l'avez tous en tête, 1 demi de m c carré sur r carré, ça également, ça vous l'avez en tête, hein, j'espère. La méthode pour vous, les nouvelles, c'est voilà. Après que vous avez rappelé très rapidement ce qu'on vient de faire ici, voilà, la méthode c'est on exploite, voilà, le fait qu'au périhélie, P, qu'au périhélie, P, et qu'à l'aphélie, A, le rayon est extrémal. Voilà, on exploite le fait que le rayon ici est extrémal au périhélie, P, à l'aphélie, A. C'est-à-dire deux choses. C'est-à-dire que ici, R, la dérivée, donc c'est-à-dire que R point A égale 0, on l'a déjà vu, hein. C'est-à-dire que la vitesse radiale au point A et au point P s'annule, d'accord? Si la vitesse radiale s'annule, forcément l'énergie cinétique radiale, d'accord, elle s'annule également, d'accord? Bon, peut-être pas noter, si je l'ai noté la vitesse radiale s'annule, pas besoin de noter ici le fait que voilà, c'est lié, hein, d'accord? Donc voilà, la vitesse ici radiale s'annule en A et en P, donc la vitesse ici, elle est purement orthoradiale, d'accord? Voilà, on va juste noter ça, vitesse tout simplement purement orthoradiale au point A et P. Bon. Maintenant, voilà, on va réécrire l'énergie mécanique en ces deux points. Donc, en ces deux points, l'énergie mécanique de la planète, comme les constantes à tout instant, bah, finalement, on va ici évaluer l'énergie mécanique de la planète en ces deux points où l'énergie cinétique radiale, c'est-à-dire que, voilà, il faut bien comprendre que ce terme-là va s'annuler au point A et au point P. C'est-à-dire que finalement, l'énergie mécanique, voilà, l'énergie mécanique ici, au point A ou au point P, d'accord, et bien finalement, ça va nous donner quoi? Ça va donner 1 demi de m r point A carré ou 1 demi de m r point P carré, ça fera 0. Donc 0 plus l'énergie potentielle effective en RA ou RP, d'accord? Ça veut dire que finalement, voilà, RA et RP sont solutions d'une équation. C'est-à-dire que finalement, RA et RP, voilà, sont solutions de l'équation, finalement, l'énergie mécanique. Alors cette énergie mécanique qui ne dépend finalement que de R, hein, c'est-à-dire que l'énergie mécanique, alors je peux reprendre l'énergie mécanique du point M, hein, sans que je me place en RA ou en RP, hein, d'accord? Donc l'énergie mécanique de la planète, d'accord, soit égale à l'énergie potentielle effective, sachant que tout ça c'est constant. Voilà. Donc ça c'est important de retenir que voilà, RA et RP sont donc solutions de l'équation énergie mécanique de la planète, d'accord, égale strictement à l'énergie potentielle effective, d'accord, en ces deux points.
Alors, évidemment, cette constante, on a une indication, cette constante. On a une trajectoire qui est elliptique, on a un état lié, donc forcément, cette constante est négative. N'oubliez pas, hein, d'accord, l'énergie mécanique est négative, donc on a ici la caractéristique d'un état lié. Bon, alors ça, je le laisser tel quel. Vous voyez l'énergie mécanique du point M, vous voyez, je la laisse de façon générale. Donc on va traduire ici le fait que l'énergie mécanique du point M, ça c'est une constante. Il faut bien comprendre que ça, je le laisse tel quel, d'accord? L'énergie mécanique, elle est constante. D'ailleurs, c'est ce que je veux déterminer, hein. Ça, c'est mon inconnu. Bien comprendre que voilà, je veux déterminer l'énergie mécanique de la planète. Je sais juste qu'elle est constante et négative. Donc, il faut la déterminer. Par contre, je vais expliciter le membre de droite. L'énergie potentielle effective, ici, finalement, en RA et en RP, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc, je vais réécrire l'énergie potentielle effective en A et en P. D'accord? Donc on y va. Donc cette constante ici négative que je cherche à déterminer. Donc ça c'est égal à 1 demi de M. 1 demi de M C carré. Donc divisé par R carré. Je vais indicer après. Je vais indicer après. Moins G MMS. D'accord? Sur R. Ce qui change, c'est que bien sûr, pour que l'énergie mécanique soit égale à l'énergie potentielle effective, c'est-à-dire que l'énergie radiale soit nulle, il faut se placer en deux points. En A ou en P. En A ou en P. D'accord? Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous retrouvez du 1 sur R carré moins 1 sur R, ça on l'a déjà vu. On va faire apparaître ici une équation polynomiale d'ordre 2 à coefficient constant. On va multiplier par R carré les deux membres de l'équation, de telle sorte à avoir, vous voyez, on aura énergie mécanique du point M dans R fois R carré, d'accord? Donc le R carré pris en A ou en P. Très bien. Ensuite, si je multiplie par R carré ce terme-là, donc je fais passer à gauche, là ça devient plus GMMS, donc on aura du R carré divisé par R, il va me rester du R au numérateur. Pareil, ça sera du R, donc fois R A P, A virgule P, pardon, j'ai mis A virgule P, donc laisse A virgule P. Et ce terme-là, multiplié par R carré, hein, AP, je fais passer à gauche, il y aura un moins 1 demi de MC carré, le tout égal à 0, d'accord? Donc voilà, je multiplie, je répète, hein, par R carré, pris à la félie ou au périlie, d'accord? Multiplié par R carré, les deux membres de l'équation. Bon, et là, il n'y a même pas besoin de développer la forme de solution. D'accord? Je veux l'énergie mécanique, il suffit de rappeler que la somme des deux racines, je vous rappelle, les deux racines réelles sont RA et RP, la somme des deux racines, ça sera quoi? Ça sera tout simplement moins B sur A. Donc ça, on le note ici, il n'y a pas besoin, dans cette partie de cours, il n'y a pas besoin ici d'expliciter. Donc sans expliciter les solutions, voilà, sans expliciter les solutions, on rappelle juste, rien, on rappelle simplement que la somme des deux racines de l'équation, ici un polynomial d'ordre de précédente, donc la somme de RA et de RP, rappelez-vous, hein, c'est du moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, les racines sont réelles, d'accord? Ça va donner du moins B sur A. Alors moins B sur A, moins B c'est ça. Donc moins GMMS sur A, l'énergie mécanique du point M dans R. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur de signe? Regardez, là j'ai un signe moins, j'ai la somme de deux distances, d'accord? Donc la somme de deux grandeurs positives va me retrouver une grandeur positive également, j'ai un moins. Positif, positif, positif. Ah, rappelez-vous, ça c'est négatif, donc c'est cohérent. Là, ça c'est bon. Car on rappelle que l'énergie mécanique pour une trajectoire elliptique, cette énergie mécanique est négative. Donc c'est bon. C'est terminé. Il suffit ici de rappeler que, rappelez-vous, hein, géométriquement, la somme de RA plus RP me donne quoi? A plus A, 2A, me donne un grand axe, tout simplement. Donc on rappelle, voilà, le fait que RA plus RP égale 2A, ce qu'on appelle le grand axe de l'ellipse, d'accord? Pour réécrire l'équation précédente, ici, parce que ce que je veux, c'est l'énergie mécanique. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que l'énergie mécanique égale à quoi? Moins GMMS sur RA plus RP. D'accord? Donc énergie mécanique
égale moins GMMS divisé par RA plus RP. Sauf que RA plus RP égale 2A. C'est terminé. On en déduit un résultat qui est fondamental, l'énergie mécanique de la planète en orbite elliptique autour du Soleil égale moins G, MMS, divisé par RA plus RP. Mais RA plus RP, c'est 2A. D'accord. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans le paragraphe précédent, on avait noté moins GMMS, la constante K, bah ça c'est K sur 2A. D'accord. Et on rappelle que ça c'est bien une constante qui est bien négative. Voilà l'expression de l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique. Et remarquez que cette énergie mécanique, elle ne dépend que de quoi? Elle ne dépend que du grand axe 2A de l'ellipse. Ou de mes petits axes. C'est vous qui voyez. GMMS étant fixe, étant constante. Hein, d'accord. Donc voilà, ça ne dépend que de ici du grand axe 2A. Donc cette énergie mécanique elle est constante et elle ne dépend évidemment, d'accord, que du grand axe ici 2A. Alors, entre guillemets, elle ne dépend que du grand axe 2A de l'ellipse. D'accord. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Ça me permet d'introduire des paramètres orbitaux ensuite, hein, juste à la suite, hein, pour évaluer ici les énergies mécaniques hein, de différentes planètes en orbite elliptique autour du Soleil. Donc la méthode vraiment à connaître, on va pas forcément la refaire à chaque fois en exo, hein, vous voyez ça me prend un quart d'heure sinon à chaque fois pour chaque exo, mais elle est classique, je répète, vous faites le schéma de la trajectoire elliptique ici de la planète autour du Soleil, d'accord, avec RA, RP, A, la base polaire, R de T, θ de T, d'accord. Vous rappelez, vous voyez c'est très rapide, hein, le fait que l'énergie mécanique, finalement dans ce problème, se écrit sous la forme de l'énergie cinétique radiale, plus énergie potentielle effective, que vous devez introduire au préalable, hein, si vous ne l'avez pas fait dans les questions précédentes, et vous exploitez le fait qu'au périhélie à l'aphélie, le rayon R de T est extrémal. C'est-à-dire que la vitesse radiale est nulle, l'énergie cinétique radiale est nulle en ces deux points, d'accord. Et on va traduire finalement hein, ici hein, l'énergie mécanique en ces deux points. C'est-à-dire que ce soit à l'aphélie ou au périhélie, d'accord, l'énergie mécanique sera égale à l'énergie potentielle effective. Ce terme-là sera nul. Vous vous ramenez à une équation polynomiale d'ordre 2 à coef constant, oui. Hein. Remarquez, hein, il faut que l'énergie mécanique soit constante. Tous les termes, tous les temps sont constants. Hein, d'accord. Il faut donc préciser que l'énergie mécanique soit constante. Hein. Que là, il faut que je l'ai noté au moins. Ouais, je l'ai noté ici. Voilà, je l'ai noté une fois là. J'aurais pu le rajouter là également. Hein. Là, vous avez une constante. D'accord. Il faut nécessairement que cette énergie mécanique soit constante pour avoir une équation polynomiale à coef constant. Oui, voilà, on a du R carré, on a du R. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est AX carré plus BX plus C. Vous ne donnez pas ici, pas besoin de donner les solutions de cette équation. Vous dites juste que la somme des deux racines vous retourne cette grandeur-là. D'accord. Ça, c'est du moins B sur A. Moins B sur A, bah regardez, fait apparaître ici l'énergie mécanique que l'on cherche à déterminer. Donc l'énergie mécanique, d'accord, qui est inversement proportionnelle au grand axe de l'ellipse, d'accord, voilà comme ceci. Donc K sur 2A. Donc en exercice, j'irai comme relativement vite sur cette démonstration de cours, d'accord. Alors pour terminer cette partie, hein, il y a l'énergie, après on passera à la vitesse d'une planète. Quelques paramètres orbitaux qu'on peut rencontrer en exercice. Donc paramètres orbitaux, je vais prendre ici 3 planètes. D'accord, caractéristiques du système solaire, la Terre, Mars, Mercure. Donc la Terre, ici, je vais peut-être déjà donner l'excentricité de l'ellipse, on est environ à 0,02. Alors, ne les apprenez pas à ces valeurs, hein, elles sont juste données à titre indicatif, d'accord. Donc très faible excentricité finalement de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, hein, raison pour laquelle, souvent en première approximation, on considère une trajectoire circulaire de la Terre autour du Soleil. Je vais en première approximation. On vous donne également le demi-grand axe A de l'ellipse, ça c'est environ 150 voilà, millions de kilomètres, d'accord. Ça c'est une unité astronomique, d'accord. Ensuite, Mars, l'excentricité ici, un chouïa plus élevé, hein, 0,09. On a un demi-grand axe de l'ellipse qui vaut cette fois-ci forcément plus éloigné hein, du Soleil que ne l'est la Terre, donc 1,5 unité astronomique. Mercure qui est assez particulière d'ailleurs, d'accord, puisque c'est elle qui présente l'excentricité la plus forte. Hein. Vous voyez, on passe suite à 0,2. Vous voyez, un 0,02 à 0,2 pour Mercure.
Là, on est très proche du Soleil, on a 0,4 unités astronomiques. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, excepté Mercure, vraiment, les ellipses, voilà, les ellipses que décrivent les planètes, les ellipses que décrivent les planètes, elles ont une faible excentricité. Elles ont une faible excentricité. D'accord? Voilà. Elles ont une faible excentricité ici. Voilà. Bon, ça, voilà. Première chose, souvent, voilà, on vous demande sur des exos déterminer l'expression de l'énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique. Souvent, la question qui lui succède, c'est voilà, déterminer la vitesse d'une planète en orbite elliptique. Alors, comment déterminer la vitesse d'une planète en orbite elliptique, sachant que vous connaissez son énergie mécanique? Bon, alors, il faut repartir finalement de l'expression en général. On cherche la vitesse v. Attention, je ne cherche pas une vitesse radiale, orthogonale, je cherche la vitesse, hein. Je cherche le carré, par la vitesse ici directement. Donc la vitesse, elle apparaît où? Elle apparaît dans v carré, justement, dans l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on va revenir à la définition même de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que là, pour avoir la norme de la vitesse, il suffit de dire que finalement, l'énergie mécanique, je la connais, elle vaut ça, c'est une constante qui est négative. Pour avoir la vitesse v, d'accord, donc la norme du vecteur vitesse de la planète ici, il suffit de dire que l'énergie mécanique, c'est 1 demi de mv carré moins g mms sur r. Ce moins g mms sur r, c'est quoi? C'est énergie potentielle gravitationnelle. Et on en déduit la norme du vecteur vitesse. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la suite et la fin de ce paragraphe. Donc petit 1, petit 2, petit 3. D'accord? On y va. C'est l'expression de la vitesse d'une planète en orbite elliptique. Donc on y va ici, petit 3. Voilà. Expression de la vitesse. Expression de la vitesse d'une planète en orbite elliptique. Voilà. Expression de la vitesse d'une planète en orbite elliptique. Bon, là on va noter ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on va repartir de l'expression de l'énergie mécanique. Donc là, avec, voilà, l'énergie mécanique de la planète est égale, par définition, définition première, ça c'est 1 demi de mv carré, voilà, ici, donc le carré scalaire, plus l'énergie potentielle, donc l'énergie potentielle gravitationnelle, d'accord, en moins g, mms sur r. Et là, on vient de montrer quoi? Que cette énergie mécanique, elle est constante, et elle vaut tout simplement k sur 2a, donc c'est-à-dire qu'elle vaut moins g, mms sur 2a, c'est une constante, ouais, qui est effectivement négative. Je vous rappelle, condition d'état lié, énergie mécanique négative. Rappelez-vous le tracé de l'énergie potentielle effective sur lequel on avait placé nos droites horizontales d'énergie mécanique. Voilà, c'est fini. On en déduit V. D'accord? On en déduit la norme du vecteur vitesse. Voilà, c'est terminé. C'est pas très compliqué. Une fois que vous avez l'expression de l'énergie mécanique. Donc on en déduit la norme du vecteur vitesse de la planète, pareil, bon je note dans le titre, je suis parti, je suis lancé, je ne vais pas m'arrêter, en orbite elliptique, d'accord? Donc on va chercher ici V, bon on peut le faire directement de tête, ouais c'est pas très compliqué. Alors pour isoler V, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais simplifier par M, vous voyez on peut simplifier par la masse, c'est-à-dire que la vitesse, vous voyez, fait remarquable, elle sera indépendante de la masse, petit m, de la planète en orbite autour du Soleil. Je simplifie par M. Je vais factoriser par GMS. GMS, vous voyez, j'aurai ça, je vais faire passer à droite, donc j'aurai GMS fois 1 sur R moins 1 sur A. D'accord? Ok. Enfin, moins 1 sur 2A, pardon. Je multiplie par 2. Donc j'aurai quoi? Si je multiplie par 2, j'aurai GMS. Je vais l'écrire. Donc je vais passer ça à droite. Donc je factorise par GMS. GMS. D'accord?
je multiplie par 2, donc j'aurai 2 sur R, donc facteur de 2 sur R, moins 1 sur 2A fois 2, moins 1 sur A. Attention, ça c'est V carré, n'oublie pas la racine carrée, pour avoir, voilà, expression de la vitesse. G, ms, facteur de 2R moins 1 sur A, d'accord, ça c'est la vitesse du point M, hein, d'accord, dans R, vitesse de la planète, voilà. Alors, on remarque qu'elle est maximale au plus près du Soleil, lorsque R tend vers 0, au périhélie. Donc elle est bien maximale, c'est cohérent, maximale au plus près du Soleil. Voilà. Ici, au périhélie. Donc elle est maximale au plus près du Soleil. D'accord. Il y a les minimales. Minimales, ici, au plus loin du Soleil, à l'aphélie. Périhélie, le point P, aphélie, le point A. D'accord. Tout ça, c'est en accord avec la loi des airs. Hein. D'accord. Je vous rappelle, un point A et au point P, la vitesse est purement orthoradiale, le rayon est extrémal. Donc ici, la vitesse radiale, et donc l'énergie cinétique radiale est nulle. D'accord. Alors ça, on va le garder en tête, on le garde, je le garde sur le côté, parce qu'on aura besoin dans les 2 exos que je vous propose de corriger par la suite. Vous voyez, là j'ai 40 minutes de cours, on va pouvoir prendre le temps de corriger au moins 2, on va voir, au moins 2 exos de la fiche de TD. D'accord, je vous propose, qui sont là cette partie cours. Vous voyez, l'avantage de faire ici la vidéo, ici directement hein, sur la chaîne, c'est que voilà, directement là on va enchaîner sur les exos correspondant ici à ce mouvement elliptique des planètes ici autour du Soleil. Donc il y en a un ici que je vois que j'ai en tête, on commence par la scène du film Gravity. D'accord, donc je vous laisse reprendre la fiche de TD numéro 17. Donc on a déjà traité ensemble les exos 1, 2, 3, 4, d'accord. Le 5, laisse un peu de côté, je reprendrai après le 5. D'accord, c'est étude d'une comète, le 5 il est étoilé, vous voyez, je le repasse ici, le 5, oui, c'est l'exo numéro 5, on va le reprendre après. D'accord, même pour les vacances, c'est pas gênant de reprendre pour les vacances. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le 6, Armageddon. Je vais traiter dans un deuxième temps, mais j'aimerais bien passer tout de suite, c'est l'étude d'une scène d'un film Gravity. D'accord. Donc, on y va, je laisse le temps de reprendre ici, voilà, votre ici, fiche de TD. Alors, on lit ensemble l'énoncé. Et on va souligner ici les données importantes. Je regarde les 42 minutes, c'est bien. Donc, dans ce film, on a des astronautes qui effectuent une mission de maintenance sur le télescope spatial Hubble lorsque la navette est détruite. Je pense que vous connaissez ce film. Leur seul espoir semble être de rejoindre la Station spatiale internationale, l'ISS. Le but de ce problème est de définir dans quelles conditions sauvage spatial est possible. Bon, c'est juste les 3 premières questions d'un sujet. On suppose que le télescope spatial ISS sont en orbite circulaire basse. Ah, très important. Voilà, on a le télescope Hubble et la Station spatiale internationale qui sont en orbite circulaire basse autour de la Terre. Donc Hubble est à 600 km au-dessus de la Terre et l'ISS est à 400 km au-dessus de la Terre dans le même plan. D'accord. Donc le télescope spatial ISS, tous deux en orbite circulaire basse. Ok. Et là, alors, je vous rappelle, hein, ici, ils doivent rejoindre la Station spatiale internationale. Donc l'astronaute envisage une orbite de transfert elliptique. Donc là, vous voyez, on va voilà, passer d'une orbite à une autre, d'accord. Donc grâce à une orbite de transfert elliptique, dont l'apogée de distance RH par rapport au centre de la Terre est sur l'orbite du télescope, ouais, et le périgée de distance RS par rapport au centre de la Terre, ici, est sur l'orbite de l'ISS. Bon, alors déjà, il faut bien l'énoncer, bien comprendre ce qui se passe ici, et là, il faut absolument faire un schéma. Parce que vous avez hein, sous les yeux l'énoncé, il faut exprimer l'énergie mécanique de l'astronaute sur l'orbite de transfert elliptique, d'accord. Donc je reprends avec vous, d'accord. Ça c'est pas moi, ça c'est Alexandre, ça. Ouais. Donc il faut exprimer l'énergie mécanique de l'astronaute sur l'orbite de transfert elliptique, ça c'est le cours, ça c'est la démo du cours qu'on vient de faire ensemble, vous voyez, on gagne du temps. Exprimer la vitesse de l'astronaute à l'apogée au périgée, bah ça c'est pareil, on vient de le faire il y a 2 minutes. Exprimer la durée de passage de l'astronaute sur l'orbite de transfert. Bon, c'est la seule chose qui diffère. Par contre, la grosse difficulté de cet exo, d'accord, elle est là.
dans les 3 dernières lignes, il faut bien comprendre ça. Bien comprendre et surtout faire le schéma. Là, on vous dit, il faut bien comprendre, faire ici pour le schéma de situation, il faut faire apparaître la Terre, le centre de la Terre. Ensuite, faire apparaître l'ISS sur une orbite circulaire de rayon RS qui vaut 400 km. Ensuite, faire apparaître une deuxième orbite circulaire ici de rayon ici RH de 600 km. Et bien comprendre que le transfert s'effectue de Hubble vers l'ISS. D'accord? Parce qu'on vous dit qu'ici, l'orbite de transfert ici, l'apogée de distance RH par rapport au centre de la Terre est sur l'orbite du télescope. On part de Hubble pour rejoindre l'ISS. C'est-à-dire que là, voilà, le schéma est très important. Donc, je vous propose, voilà ce que je vous propose ici. Voilà, l'étude d'une scène du film Gravity. Voilà. On a le système, donc l'astronaute, assimilé à un point matériel. On est bien dans la mécanique du point matériel. D'accord? Pareil, là je prends le temps vraiment de commenter pour que vous ayez le temps vraiment de prendre note. Après, vous mettez sur pause s'il le faut. C'est pas gênant, vous savez le faire. Donc l'astronaute assimilé à un point matériel. Il est soumis à l'unique attraction gravitationnelle terrestre. D'accord? C'est une force centrale conservative newtonienne attractive. Ouais, n'oubliez pas, elle est centrale conservative, newtonienne, attractive. C'est bien un champ newtonien en 1 sur R carré. Elle est attractive parce qu'elle est constamment dirigée vers le centre de force noté T ici de la Terre. Centrale, la norme ne dépend que de R. Direction passe constamment par le centre de force. Conservative puisqu'elle dérive d'une énergie potentielle gravitationnelle. D'accord? Et là, il faut faire apparaître, vous voyez, les deux orbites circulaires basses de Hubble à RH égale 600 km au-dessus de la Terre et l'ISS à 400 km. Donc voilà, hop, voilà, je donne le schéma tout de suite. Ouais, je pense que c'est, voilà. Et donc ces deux orbites circulaires basses, vous devez également ajouter la demi-ellipse de transfert. Alors, cette demi-ellipse de transfert, il y a un raccord tangentiel. Ouais. En fait, ça on le verra également dans les ellipses de transfert, il y a des raccords tangentiels au point A et au point P de l'orbite du télescope et d'ISS. Oui. Donc voici le schéma. J'espère que ouais, il est visible de tout le monde. Ouais, c'est toujours la couleur verte qui a du mal à passer à l'écran, mais ça va encore. Donc je répète, là c'est la Terre en noir. Oula, c'est la Terre de centre T. D'accord? Première orbite circulaire, basse ISS, ici en rouge. D'accord, l'ISS ici en rouge. Voilà, de rayon RS qui vaut 400 km. Au-delà de laquelle je fais une orbite circulaire également basse, ici de Hubble. On est à 600 km. Et je fais apparaître ici une demi-ellipse de transfert se raccordant tangentiellement au point A, d'accord, de l'orbite circulaire de Hubble, de rayon RH. Demi-ellipse de transfert qui nous mène du point A au point P, d'accord, qui se raccorde tangentiellement à l'orbite circulaire de l'ISS de rayon RS. On remarque bien qu'ici on a bien une demi-ellipse. On a une demi-ellipse de transfert qui mène du point A au point P, qui permet de passer d'une orbite circulaire haute, entre guillemets, à une orbite circulaire basse, dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Bon, je vais laisse refaire le schéma, ici, tranquillement. Et ce qu'il faut, voilà, c'est, première question, c'est la démo du cours. Voilà, donc là vous avez encore le cours sous les yeux. Il faut évaluer l'énergie mécanique, ici, de la comète. Je vous rappelle la démarche. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique radiale, 1 demi de mR point carré, plus l'énergie potentielle effective. D'accord? Et après, vous placez aux deux points. Là, vous voyez que par rapport à la demi-ellipse de transfert, ici, AP, A bougé, P rigé, vous avez bien compris, vous avez exprimé l'énergie mécanique en A et en P, où finalement l'énergie cinétique radiale sera nulle. Et donc en ces deux points uniquement, en A et en P, l'énergie mécanique ici ce sera directement ici égale. Pourquoi j'ai mis la comète? Je regarde ma correction, j'ai écrit n'importe quoi. Donc je reprends avec vous ici, voilà, petit 1, voilà, tout ce qui me perturbe. Voilà, l'énergie mécanique ici, voilà, de l'astronaute. J'ai mis la comète. Voilà, non, j'ai anticipé avec un autre exo, j'ai mélangé avec un autre exo, pardon. Donc ici, c'est l'énergie mécanique de l'astronaute. D'accord. Donc, première question, énergie mécanique ici. D'accord. Donc, on adapte la démo où on cherche à évaluer l'énergie mécanique d'une planète. Là, on cherche à évaluer l'énergie mécanique de l'astronaute. On roule la question, évaluer l'énergie mécanique de l'astronaute sur l'orbite de transfert elliptique. Donc, je répète, ce n'est pas ici, il faut adapter la démo du cours. D'accord.
énergie mécanique d'une planète en orbite elliptique, à ce contexte, énergie mécanique ici de l'astronaute. D'accord? Voilà. Ok? Alors voilà, en ces deux points, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective, qui est une constante. Je vous rappelle, cette constante est négative. D'accord? Condition d'étalier. Et là, je ne refais pas tout le calcul. Vous voyez, on va gagner du temps, je ne refais pas tout le calcul. Cette énergie mécanique, elle vaut K sur 2A. D'accord? L'énergie mécanique ne dépend que du grand axe 2A de l'ellipse. D'accord? De transfert ici. Donc là, j'ai moins G MMT sur 2A. D'accord? Égale moins G MMT sur RS plus RH. Donc là, j'adopte, hein. J'aurai pas RA et RP, j'aurai simplement RS et RH. D'accord? Donc j'adopte les notations du cours à celles de l'exo. D'accord? Tout simplement, où je fais apparaître le grand axe de l'ellipse. Le grand axe de l'ellipse, c'est la somme des deux rayons, hein. C'est RS plus RH. D'accord? Voilà. Donc c'est le grand axe de l'ellipse de transfert. Sachant que nous, on ne parcourt qu'une demi-ellipse, hein. D'accord? Mais l'énergie mécanique est constante, hein, sur tout point de la trajectoire elliptique. Bon. Après, il faut calculer la vitesse de l'astronaute, hein. Là, c'est bon, je vais bien modifier, c'est pas un astronaute, c'est pas une comète. L'astronaute ici, en deux points, ici au point A et au point P. Bon, bah, à l'apogée, on regarde ensemble le schéma. À l'apogée, l'astronaute, il est là. Et bien, lorsqu'il est en A, d'accord, ici, il est à une distance RH du centre de la Terre. Donc on peut évaluer l'énergie mécanique de l'astronaute à l'apogée de la demi-ellipse de transfert elliptique. D'accord. Même chose au périgée, l'astronaute ici sera une distance, sera notée RS du centre de la Terre. Et on peut évaluer la vitesse de l'astronaute ici au point P, au périgée. D'accord. Donc on y va, c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on vient de faire également en cours. Donc là, je rappelle qu'à l'apogée, l'astronaute est à une distance RH du centre de la Terre. Il possède une certaine énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, lorsque R égale RH, c'est 1,5 de mva carré, A comme apogée, moins G, masse de l'astronaute fois masse de la Terre, ici c'est masse de la Terre, c'est pas la masse du Soleil, hein, divisé par RH, on est bien à distance RH à l'apogée. Ça c'est une constante, d'accord? Cette constante, elle vaut quoi? Elle vaut ça, moins G MT sur RS plus RH. Et moi, ce que je veux ici, hein, c'est déterminer la vitesse à l'apogée. Donc, comme tout à l'heure, j'isole. Bon, là, j'ai fait d'abord VA carré. Je multiplie par 2 les deux membres de l'équation. Donc, je mets 2 GMT en facteur. Facteur de quoi? J'aurai 1 sur RH qui passe à droite. D'accord? Et ici, j'aurai moins 1 sur la somme. RS plus RH. Ce qui est entre crochets ici, ouais, je vais mettre ici bah, au même dénominateur. Un même dénominateur, ça quoi? Ça sera RH, facteur de RS plus RH. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai simplement un RS au numérateur. Je répète, donc ici, je vais avoir du RS plus RH, moins ici, directement, vous voyez, moins ici RH. Donc, il va rester RS plus RH moins RH. Il va rester RS au numérateur. Là, j'aurai le produit au dénominateur. Je n'oublie pas la racine, carré, et j'effectue l'application numérique, que j'ai vérifié. J'ai vérifié une seconde fois, d'accord? On obtient bien 23 km par seconde, ici, à l'apogée. D'accord? Donc expression littérale, puis application numérique. Vous faites la même chose au périgée. Au périgée, l'astronaute est à une distance RS du centre de la Terre. Et après calcul, voyez-vous, ce qui va changer simplement, c'est au numérateur, c'est le RH. D'accord, voilà, ici. Et l'application numérique vous donne 28 km par seconde. D'accord? Bon. Ensuite, voilà, ce qu'on va faire, troisième question, il faut évaluer le temps de parcours de cette, enfin exprimer, pardon, non, exprimer ici le temps de parcours de cette demi-ellipse de transfert. C'est la troisième et dernière question, je reprends avec vous. Exprimer la durée de passage de l'astronaute sur l'orbite de transfert. Alors, cette orbite de transfert ici, ouais, j'essaie de faire correspondre les deux. En vert ici, vous voyez, même si c'est une demi-ellipse de transfert, bah, elle va quand même obéir à la loi des périodes de Kepler. Rappelez-vous, 1118, on l'a vu ensemble tout à l'heure. La loi des périodes vous dit que le rapport P carré sur A cube est le même pour toutes les planètes du système solaire, donc pour tout corps. Ici, un tout corps céleste ou tout corps dans le système solaire. Et en fait, cette loi des périodes de Kepler, je vous rappelle, elle permet de déterminer une période de révolution, connaissant le grand axe 2A. Ici, le grand axe 2A de l'ellipse, je l'ai, c'est RH plus RS. Donc finalement, la troisième loi de Kepler, loi des périodes, on aura T carré sur A cube, donc période ici de révolution de l'astronaute sur une orbite complète, divisé par A cube,
demi-grand axe, égale 4 pi carré sur GMT. Là, on est bien dans le cas où la masse de l'astronaute est bien négligeable devant la masse du centre de force T. Oui, la Terre, c'est bien un centre de force qui est attractif. Je ne l'ai pas mis ici. Voilà, sur le schéma, vous pouvez rajouter la Terre est bien un centre de force attractif. Et je sais ce qu'on fera un exo sur distance minimale d'approche. D'accord, d'un système répulsif. D'accord, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplace le demi-grand axe A par la demi-somme. RH plus RS, j'oublie pas mettre exposant cube, égale 4 pi carré sur GMT. Donc ça, c'est pour voilà, une orbite, ici une révolution complète. Sauf qu'ici, on a une demi-ellipse de transfert. Une demi-ellipse de transfert, j'aurai la moitié d'une période, c'est une demi-période, tout simplement. Je note delta t, cette demi-période. Donc en fait, l'astronaute va parcourir la demi-ellipse de transfert durant quel temps? Qu'est-ce que je fais? Je vais passer ce terme-là dans le membre de droite, d'accord? Je prends la racine carrée, ça c'est la période de révolution pour un tour complet, je divise par 2 pour avoir une demi-ellipse de transfert. Et j'ai cette expression-là, d'accord? Voilà. Bon, pas si compliqué, hein. En fait, pas si compliqué une fois qu'on a vu le cours finalement. Pour avoir vu le cours, vu la démo sur l'énergie mécanique de la planète en orbite elliptique, une fois qu'on a ça, voilà. Alors ça, faites attention, on est en plein dans le cours, vous l'avez en tête, mais ça s'oublie très vite. Ouais, cette démonstration, cette astuce, où il faut passer au point A et P, à l'aphélie ou périhélie, vous risquez de l'oublier assez rapidement. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Voilà, ça, faut le pratiquer régulièrement. D'accord? Parce que ça tombe souvent aux écrits et aux oraux de concours. D'accord? Donc ça, c'est pour l'exercice numéro 9. Ici, à l'analyse d'une scène d'un film Gravity. Bon. Donc ça, je peux également surligner sur la fiche de TD, le 9, il sera fait. Vous voyez, on avance, on avance. Je regarde ici le temps, on a 56 minutes. Bon, c'est pas mal. Allez, on a le temps d'aborder l'exo numéro 6, Armageddon. Armageddon. Et d'ailleurs, je vais l'aborder sous la forme, je crois que je l'ai sur moi. Ouais, ça, je l'avais posé en interro. Vous voyez, là, je l'ai mis dans la fiche de TD. Mais ça, en fait, une année, je l'ai posé en interro. Bien sûr, on a fait pas mal d'exos avant, qui ressemblaient à ça. Alors, cet interro, est-ce que je l'ai mise? Il faut juste que je la retrouve. Alors, Armageddon, où es-tu? Il est là. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais, interro de cours, numéro 26. Ok. Donc là, voilà, c'est bon pour tout le monde. Donc ça, je change. On va reprendre ensemble l'exo numéro 6, Armageddon, mais moi, je vais le reprendre sous forme d'une interro. D'accord? Sous forme d'une interro où, ici, vous voyez, voici le sujet. Voilà, PCC 2019, interrogation. Voilà, c'est le même, c'est le même que le TD, donc je me permets de le reprendre ici avec vous. Allez, c'est parti, Armageddon. Alors on a, pareil, on va lire l'énoncé, repérer les données importantes. Donc on a un astéroïde de masse M et de rayon de l'ordre du kilomètre. Bon, là c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas en live, on aurait pu avoir une petite discussion sur, je ne sais pas si certains connaissent la différence entre, par exemple, astéroïde et comète. Bon, là forcément, comme on n'est pas en live, on n'est pas en direct, bon, je vais sûrement vous l'apprendre ou pas. Là, l'astéroïde, il faut savoir que c'est considéré comme une petite planète. Un astéroïde, c'est souvent une petite planète. Donc ça, c'est formé de roches. Alors les roches, il y a des silicates, des carbonates. Et en plus de ces roches, on trouve du métal, du nickel ou du fer. D'accord? Alors, souvent, ces astéroïdes ont une orbite qui est quasiment circulaire et dans le même plan de l'écliptique que les planètes. Et ça, vous savez peut-être, il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. D'accord? Bon. Et la taille est souvent de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Donc ça, c'est une petite planète, vous voyez, retenez, formée de roches et ou de métal. Alors qu'une comète, vous voyez, est formée de roches et de glace. Voilà. Leur orbite, au contraire, est très excentrée, et souvent, cette orbite n'est pas située dans le plan des planètes. Ouais. Alors, l'origine est différente également. Il y a une ceinture, proche de Neptune, la ceinture de Kuiper, et dans le nuage, il y a un nuage d'Oort, OORT, si vous tapez sur Google, nuage d'Oort, qui entoure le système solaire. D'accord? Donc faites bien voilà, une différence entre astéroïdes et comètes, d'un point de vue de la composition, d'un point de vue des orbites, d'accord, et de l'origine. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est pour le petit encart ici sur différence comète astéroïde. Donc là, l'astéroïde, il est où? Il est là. Vous voyez, il est repéré à une grande distance de la Terre, ici au point M0. C'est-à-dire que très loin de la Terre, infiniment éloigné, on vous dit que voilà,
Cet astéroïde se trouve à 10 millions de kilomètres de la Terre. Lorsque l'astéroïde, ici, infiniment éloigné de la Terre, à 10 millions de kilomètres de la Terre, il est en mouvement quasi rectiligne uniforme. Vous voyez cette direction? Ici, quasi rectiligne, mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que lorsqu'il est infiniment éloigné de la Terre, bah, il ne subit pas l'attraction gravitationnelle. D'accord? Donc là, voici le schéma. L'astéroïde est infiniment éloigné, il s'en rapproche forcément. Attraction fait que, voilà, il est attiré par la Terre, et là, il faut éviter qu'il percute, qu'il rentre en collision avec la Terre. Et c'est le but de cet exercice. Est-ce que cet astéroïde, d'accord? Donc on donne des paramètres, hein. Il y a des paramètres d'impact, il y a des vitesses à l'infini. Est-ce que, voilà, cet astéroïde va rentrer en collision avec la Terre? Alors pour cela, on vous dit qu'une droite, la droite D sur laquelle il se déplace, est à une distance B du centre O de la Terre. Et cette distance B, vous voyez, donc c'est la distance entre la droite, D, d'accord, ici, par rapport au centre O de la Terre. Ce paramètre d'impact B, il est là. Ça, c'est le paramètre d'impact, c'est la distance entre le centre O de la Terre et la droite D sur laquelle il se déplace lorsqu'il est infiniment éloigné. Ce paramètre B, il est là. On est à 8 millions, c'est ça, de kilomètres. Ouais. On vous donne sa vitesse dans le référentiel géocentrique. Le centre de la Terre, on vous donne la vitesse, elle est bien portée selon moins EX. D'accord? Donc là, c'est un axe X. On aurait un vecteur unitaire EX dirigé de gauche à droite. Je ne le mets pas pour ne pas surcharger le schéma. Bon. Et on vous donne sa vitesse. Ici, infiniment éloigné, on est à 10 km par seconde. Donc il y a deux questions. Une question avant de répondre vraiment à la question principale. Est-ce que cet astéroïde, hein, avec ces paramètres-là, ce qui va rentrer en collision avec la Terre, voilà, question qui est très importante, d'accord, qui fait l'objet d'études. Ici, tous les jours, des équipes spécialisées de la NASA, ou même en Europe, qui étudient ce qu'on appelle ces géocroiseurs, d'accord, qui vont couper ici l'orbite de la Terre ou qui vont s'approcher dangereusement de la Terre. Donc là, c'est une étude ici de cette distance minimale d'approche. Ouais, vous voyez cette distance minimale d'approche, voilà. Voilà, bah forcément, si cette distance minimale d'approche, vous doutez, elle est inférieure au de la Terre, là, il y a de très fortes chances pour que ça rentre en collision avec la Terre. Bon, situation qu'on va chercher à éviter quand même. Alors, première question, qualitative, vous voyez, j'ai même laissé le barème, vous voyez, sur 2 points. Justifier la trajectoire hyperbolique de l'astéroïde schématisée sur le schéma. Donc là, il faut justifier, vous voyez, la nature, ici, hyperbolique de l'astéroïde schématisée sur le schéma. Donc, rappelez-vous, ici, la nature de la trajectoire, d'accord, dans un champ de force centrale conservatif, ici, attractif, on l'a vu, hein, il est lié au signe de l'énergie mécanique. Donc il suffit de connaître le signe de l'énergie mécanique pour justifier la nature de la trajectoire hyperbolique. Donc rappelez-vous, la trajectoire ici de l'astéroïde, elle est hyperbolique. Si l'énergie mécanique, elle est strictement positive, hein. Ne mettez pas super ou égal à 0. Égal à 0, c'est une trajectoire parabolique. Donc il faut retrouver le fait que la trajectoire hyperbolique est liée à une énergie mécanique strictement positive. Alors, voilà, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va traduire la conservation de l'énergie mécanique. Ouais, je modifie en temps réel également la correction. Alors, on y va ensemble, voilà. Donc on rappelle, grâce au théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'on va rappeler? On va rappeler que l'énergie mécanique de l'astéroïde, hein, supposée être un point matériel, d'accord, compte tenu des dimensions caractéristiques du système, donc de la Terre, cette énergie mécanique, elle est constante. D'accord, constante qu'on peut déterminer grâce aux conditions initiales. Et là, on a l'intégrale première du mouvement. Attention, c'est mal écrit, intégrale première du mouvement, ici, qui apparaît. Et cette constante, on va l'évaluer à l'infini. Alors pourquoi évaluer à l'infini? Parce qu'on connaît tout à l'infini. Et ouais, on sait que l'astéroïde est infiniment éloigné et on connaît sa vitesse de 0. Donc il suffit d'évaluer l'énergie mécanique de l'astéroïde à l'infini lorsqu'il est infiniment éloigné de la Terre. Lorsqu'il est infiniment éloigné de la Terre, vous voyez quand ici M, l'astéroïde est infiniment éloigné du centre de la Terre, bah remarquez que l'énergie potentielle d'interaction, c'est quoi? Bah c'est du moins G. M, M' sur R, mais quand R tend vers plus infini, ça tend vers 0, hein, valeur négative. Donc il vous reste quoi? Ce terme d'énergie potentielle en 1 sur R tend vers 0, il ne vous reste que l'énergie cinétique. Et quand l'astéroïde est infiniment éloigné de la Terre, sa vitesse vaut quoi? Sa vitesse vaut V0. Donc il vous reste 1 demi de mv0 carré. Et on a un produit de terme qui est strictement positif. Conclusion, la trajectoire gamma est hyperbolique. D'accord? Donc rappelez-vous, la nature ici, voilà, ce qu'il faut retenir, un point méthode, c'est voilà, la nature, désolé, je écris dessus, la nature de la trajectoire, rappelez-vous, ça faut vraiment l'avoir en tête, est liée au signe
est liée au signe de l'énergie ici mécanique. La nature de la trajectoire ici est liée au signe de l'énergie mécanique. Voilà. Cette énergie mécanique est constante, il suffit de l'évaluer au bon endroit, au bon instant. Et là, c'est lorsque la souris est infiniment éloignée de la Terre. D'accord? Trajectoire hyperbolique. Bon. Et après, on attaque vraiment la question, j'ai mis sur 8 points. Déterminer ici la distance minimale d'approche de l'astéroïde par rapport au centre de la Terre en utilisant, alors là on vous impose une méthode, en utilisant l'énergie potentielle effective de l'astéroïde. C'est-à-dire qu'on veut dans vos équations faire apparaître l'énergie potentielle effective, hein, ici, hein, somme de l'énergie cinétique orthoradiale et de l'énergie potentielle d'interaction. Et la question est de savoir est-ce que l'astéroïde va rentrer en collision avec la Terre. Donc là, pareil, Hermine, d'accord, la distance minimale d'approche, on l'a vu, d'accord. Le rayon est extrémal. Le rayon de la trajectoire est bien minimal. Donc il est extrémal, donc ce rayon minimal est bien solution de l'équation énergie mécanique, je vais remonter. Énergie mécanique égale énergie potentielle effective. Ça, c'est des mots de cours qu'on vient de faire. Hein. Ok. Ce qu'on va faire, ensuite, on va adapter hein, les notations, le contexte ici à l'exo. Là, il ne s'agit pas d'étudier le mouvement du planète autour du Soleil, vous l'avez bien compris. C'est l'approche d'un astéroïde, ici géocroiseur, ici à l'approche de la Terre. Donc là, voilà. Rayon extrémal, Hermine est solution de cette équation-là. Des mots de cours qu'on vient de faire. L'énergie mécanique, elle est connue. Eh oui, on vient de la déterminer, elle vaut 1 demi de mv0 carré. Donc 1 demi de mv0 carré. Et là, je vais ici exprimer l'énergie potentielle effective en Hermine. Donc c'est 1 demi, ouais, je reprends directement. Hein. 1 demi de mc carré sur Hermine carré, moins g, mmt sur Hermine. Pareil, là ça c'est constant, là j'ai du 1 sur Hermine carré, moins 1 sur Hermine. Je vais multiplier par Hermine carré les deux membres de l'équation pour faire apparaître quoi? Une équation polynomiale d'ordre 2 à coef constant. Je multiplie donc par Hermine carré, donc là j'aurai 1 demi de mv0 carré Hermine carré. Ce terme-là en moins g mt deviendra un plus g mmt fois Hermine à gauche, et ce terme-là deviendra un moins 1 demi de mc carré. Je multiplie par Hermine carré les deux membres de l'équation. Vous voyez, ici, ici, tous les termes sont constants. Ça c'est constant, ça c'est l'énergie mécanique du cours. Hein. Ça c'est l'énergie mécanique que j'avais mis ici, énergie mécanique de la planète P. Ça c'est l'énergie mécanique de l'astéroïde qui vaut 1 demi de mv0 carré à l'infini. D'accord? Il faut bien comprendre que l'énergie mécanique, c'est la somme de deux termes, hein, énergie cinétique et énergie potentielle qui varient au cours du temps, mais la somme des deux termes est constante. Il vaudra à tout instant 1 demi de mv0 carré. Donc les coefficients sont constants, là, et ça c'est mon équation. Je note l'équation E comme équation. N'oublie pas, elle est égale à 0. Ok. Là, pareil, rappelez-vous, qu'est-ce que je vais faire directement alors là, voilà, je cherche à devenir Hermine. C'est-à-dire que là, l'analogie avec les démos du cours s'arrête là. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que l'énergie mécanique égale K sur 2A. Non, je veux déterminer Hermine. Donc là, il faudra passer par les solutions de cette équation. D'accord? Ok? C'est-à-dire que là, il faudra écrire le delta, vérifier que le delta est strictement positif, et après passer à mes deux solutions réelles. Mais avant de faire ça, si j'exprime le delta, forcément, il y aura une inconnue. L'inconnue, elle est où? Elle est là. Ouais. Parce qu'en fait, on me donne quoi dans on me donne V0, on me donne B, d'accord? Les masses, on les donne. Hein. On donne la masse de la Terre, on donne le rayon de la Terre, très bien, d'accord. Bon, on donne tout. On donne tout sauf la masse de l'astéroïde, mais de toute façon, on n'a pas besoin. Parce que regardez la masse de l'astéroïde dans les équations, oui, j'ai m égale à 0. Donc finalement, les résultats, vous voyez qu'on aura ici seront indépendants ici de la masse m. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici directement? Voilà, on va chercher à exprimer la constante des airs. La constante des airs, pareil, ça, vous l'évaluez grâce à la conservation de la norme du moment cinétique. Donc c'est pareil, l'énergie mécanique se conserve. Bon, on a évalué cette grandeur scalaire lorsque l'astéroïde était infiniment éloigné. Bon, on aura la même approche, c'est-à-dire que la constante des airs, elle est liée à la conservation du vecteur moment cinétique de l'astéroïde par rapport au centre de force haut de la Terre. Ben, ce vecteur, on va l'évaluer lorsque l'astéroïde était infiniment éloigné de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une donnée qu'on n'a pas encore utilisée, c'est le paramètre d'impact B. D'accord, ça, on ne l'a pas encore utilisé. Et il faut le faire apparaître. On donne la valeur numérique, forcément, enfin forcément, a priori, pardon, il faudra l'utiliser. Et il faut l'utiliser, en fait. Donc là, vous voyez, je vais évaluer le vecteur moment cinétique par rapport au centre de force O, attractif, la Terre,
Donc moment cinétique par rapport au haut de l'astéroïde lorsqu'il est infiniment loin de la Terre. Par définition, c'est le vecteur position à l'infini, vectoriel, m, v0. Attention, v0, c'est la vitesse lorsque l'astéroïde est à l'infini. Maintenant, que vaut OM infini? Bah, OM infini, ah, c'est vrai que c'est intéressant, il faut reprendre le schéma. Bah, sur le graphe, vectoriellement, on y va, on peut faire sur ça. On y va, je ne l'ai pas fait en correction. Voilà, ici, OM infini, bah, ce vecteur-là, vous voyez, projection scalaire, j'ai deux composantes. D'accord, j'ai une composante selon x, donc j'aurai x0x plus b selon y. En effet, là j'ai un repérage ici priori cartésien, je vais mettre un axe des x ici, un axe des y là, des vecteurs unitaires ici ex et ey. Le mouvement est plan, ça c'est lié à la conservation de la direction du moment cinétique. Donc est-ce que tout le monde voit que voilà, lorsque l'astéroïde est infiniment éloigné de la Terre, le vecteur OM0, ça sera x0 selon x plus b selon y. Bah, c'est ce que j'ai dit, hein, finalement. Là, pour composer, vous voyez, ici directement, vecteur position à l'infini, c'est x0x plus b selon y. Vectoriel, alors la vitesse, rappelez-vous, elle est selon moins ex. Ouais. La vitesse, regardez, l'astéroïde s'approche de la Terre, et compte tenu de l'orientation de l'axe OX, v0 selon moins ex. Ok? Donc on y va, on aura EX vectoriel EX vecteur nul, et on aura ici EX vectoriel EY qui va me donner moins EZ. Avec un moins qui est là, on aura plus EZ. N'oubliez pas le M, B, V0, EZ. Ensuite, on exploite le fait que, bah, comme tout vecteur moment cinétique, ça, rappelez-vous, hein, ça c'est la masse M de l'astéroïde, fois la constante des airs fois EZ, et par identification, j'identifie le fait que la constante des airs apparaît dans l'expression vectorielle du moment cinétique, cette constante des airs, ici, par identification, ce sera quoi? Ce sera BV0. BV0, la constante des airs, comme ceci. Donc, dans mon équation ici où apparaissait une inconnue, C carré, bah C carré, ce sera B carré, V0 carré. D'accord? Voilà, tout simplement. Ensuite, je réécris l'équation. Donc, on aura 1 demi de M V0 carré R min carré plus G M MT R min moins 1 demi de M B carré V0 carré. Et ce que je peux faire tout de suite, hein, c'est simplifier par la masse M. Je l'ai laissé, je le fais en direct, voilà, je simplifie par M partout, d'accord? J'ai pas besoin de mettre des M ici, d'accord? Voilà, voilà. J'avais des M, je les ai laissés, je vois où j'ai laissé mes M, on peut les retirer depuis longtemps, d'accord? Voilà. Donc là, c'est l'équation, d'accord, polynomiale, d'accord, d'ordre 2, à coef constant. On y va, le delta. Delta, c'est b carré, donc ça sera g carré, m carré. B carré moins 4ac. Donc moins 4 fois 1 demi, donc moins, d'accord, ça sera plus, 4 demi, ça fait 2, donc plus 2 ici, hein, b carré v0 carré, fois, il y aura encore 1 demi, donc plus 2 v0 carré, b carré v0 carré, fois 1 demi de v0 carré. Ça va, vous avez suivi? D'accord, ça c'est... D'accord, b carré moins 4ac, moins plus ici. Donc on aura g carré mt carré, d'accord, 2 fois 1,5 ça fait 1, plus on aura b carré v0,4. Et on a la somme de termes qui sont bien strictement positifs. D'accord, donc deux termes strictement positifs. On remonte ici, deux solutions réelles distinctes. R12, donc ça fait moins b. D'accord, moins b ça fait moins gmt, plus ou moins racine de delta, sur ici 2a. Sur 2 fois 1 demi de V0 carré, ça fait V0 carré. Voilà. Voilà. Et moi, ce qu'il me faut, c'est la valeur de, ici, R min. D'accord, donc je prends ici la valeur de R min. Alors attention, j'ai deux solutions. Mais sans deux solutions, attention, assurément, il faut une valeur positive, hein. Il faut garder la valeur positive. Alors c'est une valeur de rayon qui est faible, bien sûr, c'est la distance minimale d'approche, R min. Mais faites attention, ne prenez pas ici la valeur négative. Il faut forcément avoir une valeur ici, donc gardez la valeur en plus. Vous gardez le moins GMT plus racine de delta sur V0 carré pour avoir la solution positive. Et l'application numérique ici, d'accord, moins GMT plus racine de delta sur V0 carré, vous donne environ 4900 km. Et là, problème, puisqu'on est inférieur aux 6380 km de rayon de la Terre. Donc là, la distance inférieure au rayon de la Terre nous implique une collision qui est inévitable. D'accord? Donc collision inévitable, d'accord, sur ce problème, d'accord, compte tenu de la vitesse à l'infini et surtout compte tenu du paramètre ici d'impact que l'on vous donne. D'accord? Donc voilà.
Ici, c'était un sujet d'interro classique, hein. Ici, c'était une première partie où il y avait 10 points. 10 points, il y avait une autre question. C'était sur quoi? C'était sur la méca du solide. Ouais, méca du solide, pendule pesant. Bon. Donc, vous voyez, voilà, question classique, exercice classique. Ici, sur voilà, l'exploitation hein, des énergies potentielles effectives. Ici, alors voilà, une distance minimale d'approche sur Armageddon. D'accord? Exo numéro 6. D'accord? Bon. Voilà pour cet exo, donc je laisse encore quelques secondes à l'écran. Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter, moi ça me laisse le temps de ranger un peu mes fiches. Alors, très bien. Donc moi ça me permet également de barrer les exos qu'on a fait. Donc là on va faire le 6, le 9. Allez, on a un peu de temps devant nous, je regarde. Le 15, allez. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, le 7, on regarde ensemble. Je donne quelques éléments de réponse uniquement à l'oral. Allez, on regarde le 7 ensemble. C'est parti. Allez, let's go. Le 7, exercice numéro 7, il est là. Voilà. Donc le 6, il est fait. Le 7, distance minimale d'approche d'un proton. Pareil, hein, si vous sentez que ça fait trop là, vous mettez sur pause, vous soufflez, buvez un verre d'eau, buvez de l'eau, un verre d'oasis, et vous reprenez après. Hein. D'un coup, vous reprenez dans la soirée s'il le faut. D'accord? Parce que je m'en rends pas compte, hein, mais voilà, c'est déjà 1h15. Donc distance minimale d'approche d'un proton. Alors, dans la mesure où c'est à peu près le même esprit que l'exo précédent, mais ce qui change ici, c'est que vous avez un proton de charge E, de masse M. Il se déplace dans un champ du noyau de charge Z2. Donc, un proton qui se déplace dans le champ d'un noyau de charge Z2, aïe. Là, attention, il faudra faire attention ici, parce qu'on est dans le cas d'une interaction non plus gravitationnelle, hein, attention, mais coulombienne, répulsive. Ah, ouais. Quand le proton est infiniment éloigné du noyau, sa vitesse par rapport au noyau est V0, le paramètre d'impact vaut B. L'interaction supposée purement coulombienne. Ouais, c'est-à-dire que là, rappelez-vous, comme dans votre DM, en norme, l'interaction gravitationnelle est bien négligeable devant l'interaction coulombienne. Et on vous demande de calculer la distance minimale d'approche entre le proton et le noyau. Et c'est tout, je crois. C'est la seule question, je vérifie derrière. Après l'exo numéro 7, j'ai parlé de l'exo, c'était le 8. Ouais, c'est juste ça. C'est juste, voilà, juste ça. Distance minimale d'approche d'un proton. Voilà. Voilà. Alors là, vous voyez, là je vous donne quelques éléments de réponse. Hein. Exo numéro 7. D'accord, je vais ralentir un peu la cadence quand même. Je ne vais pas vous donner la correction tout de suite, donner quelques éléments. Alors, là il est étoilé dans la mesure où là, voilà, on a une interaction qui est voilà, coulombienne ici et répulsive. Donc ça, premier élément de réponse. Je vous donne des éléments de réponse. Hein. D'accord. Là, c'est une force centrale, conservative. Elle est toujours newtonienne. Hein. On a toujours ici un champ de force en 1 sur R carré. Par contre, la grande différence par rapport à ce qu'on vient de faire sur les oies Armageddon, c'est qu'elle est répulsive. Et là, j'ai créé avec vous. Voilà, une petite pause. Donc, répulsive. D'accord. Pourquoi? Ça, c'est l'interaction. D'accord. Ça, c'est l'interaction coulombienne. Ici. Voilà. Répulsive. Entre deux particules chargées. Deux particules chargées de même signe. Un proton en direction d'un noyau. Ok. Bon. Bah là, si vous avez compris ce qu'on vient de faire précédemment, bon, on va peut-être se baser sur la distance minimale d'approche. D'accord. Voilà, ça serait une bonne idée. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on pourrait même faire un schéma. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous faites un schéma de la trajectoire du proton. D'accord. Ici, au voisinage du noyau. Alors, schéma de la trajectoire du proton au voisinage du noyau. Ouais, mais quel type de trajectoire? Ah ouais. Bah là, pareil. Le signe de l'énergie mécanique va vous renseigner sur la nature de la trajectoire. Et ouais, donc là, il suffit d'évaluer, enfin, il faut déterminer l'énergie mécanique. Alors, même chose, ici, la trajectoire, ici, voilà, va se déterminer grâce au signe de l'énergie mécanique. Alors, comment faire? D'accord. Donc, rappelez que l'énergie mécanique,
Alors bien évidemment ici, le système, hein, c'est un point matériel de charge Q égale à E, c'est le proton, hein. D'accord? Voilà, proton mobile. Alors ici, l'énergie mécanique, voilà, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Bon, et là, le plus simple, d'accord, donc je peux noter, hein, c'est 1 demi de mv carré, d'accord? Et après, l'énergie potentielle, rappelez-vous, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, d'accord? On va noter Q, Q' sur R, d'accord? Q' sur R, énergie potentielle. Ici, voilà, coulombienne entre le proton et le noyau chargé positivement. Ça, c'est une constante, d'accord, par application du théorème de l'énergie mécanique. Et ça, pareil, on peut l'évaluer. Alors, que l'on va évaluer, pardon, à l'infini. Que l'on évalue à l'infini. Pourquoi à l'infini? L'énergie potentielle d'interaction va tendre vers 0 à l'infini. Et à l'infini, la vitesse, ici, je regarde, voilà, sa vitesse par rapport au noyau est notée V0, quand le proton est infiniment éloigné. C'est-à-dire qu'à l'infini, d'accord, donc l'énergie mécanique, on va dire lorsque point M est à l'infini, bah elle va se réduire à 1 demi de m v0 carré plus 0, pardon, ça tend vers 0, et ce 1 demi de m v0 carré, d'accord, ici, il sera strictement positif. Voilà, donc on retrouve la même conclusion que précédemment sur Armageddon. Attention, le centre de force O occupe le foyer le plus éloigné de la trajectoire. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, oui, c'est vrai. D'accord? Là, ici, attention, la trajectoire ici, la trajectoire, on va le noter, allez, on note quand même, la trajectoire du proton est une branche d'hyperbole. La trajectoire du proton est une branche d'hyperbole dont le centre de force O occupe le foyer le plus éloigné. D'accord? Voilà. Je vous laisse faire le schéma. Je fais pas tout parce que moi, l'idéal, vous voyez, 1h20 de vidéo, déjà, c'est déjà pas mal. Ce que je vais vous laisser faire, c'est refaire les calculs. Donc, quand je vous la démarche, et pendant la demi-heure qui reste, vous terminez cet exo ou vous passez à un suivant. Je pense notamment au 5e exo, d'accord? Pour la gestion du temps des 2 heures. Pour moi également, c'est lourd de faire 2 heures vidéo. Il faut trouver le temps aussi de faire ces 2 heures vidéo. Mais là, ouais, j'entame la rédaction, d'accord? Donc, schéma trajectoire à faire. Donc, le schéma, je laisse faire. Schéma à faire. Moi, j'ai passé trop de temps dessus. Et je risque de mal le faire. Donc, je laisse faire. Je laisse le soin de le faire proprement. Vous avez le temps. Ensuite, vous cherchez la distance minimale d'approche. Donc, je vous rappelle la méthode. Ici, et on va terminer avec ça sur cet exo-là. La méthode, ici, quelle est-elle? Bah, c'est la distance minimale d'approche des mines. Des mines. Alors, c'est des mines, notez? Ouais, des mines. La distance minimale d'approche entre le proton et le noyau. D'accord? Des mines et solution de l'équation. Alors, cette équation, quelle est-elle? Bah, c'est l'énergie mécanique du proton au voisinage du noyau est égale à l'énergie potentielle effective. D'accord? Puisque dans ce cas-là, l'énergie cinétique radiale sera égale à 0. Vous voyez, on retrouve toujours le même raisonnement, hein, pas compliqué. D'accord? Donc ça vous donne quoi? L'énergie mécanique, elle est connue. Elle vaut 1 demi de mv0 carré. Ouais. Ça, c'est égal à quoi? Énergie potentielle effective. Énergie potentielle effective, ça sera quoi? Alors, on a de charge Z2 pour le noyau, donc Q égale, Q', Z2, Q égale à E. Donc, on aura ici 1 sur 4 pi. Donc là, je traduis l'énergie potentielle. Compte tenu du fait que Q égale à E, Q' égale Z2. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0, Z2 carré. D'accord? Là, par contre, il n'y a aucune application numérique. Donc là, c'est simplement une expression littérale, hein. On ne fera pas le calcul, hein. Là, par contre, cette solution, ici, cette équation est vérifiée lorsque R égale des mines. Donc là, faites gaffe. Ça, c'est des mines et non pas R. Et l'énergie potentielle effective, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle plus, rappelez-vous, voilà, ce terme d'énergie cinétique orthoradiale en 1 demi de M, C carré sur R carré, mais R carré, ça sera des mines carrées. D'accord? Pareil, ce qu'on va faire ici, on va multiplier ici par des mines carrées. Les deux membres de l'équation,
D'accord? Donc on multiplie par des min carrés, on fait tout apparaître ici dans le membre de gauche. D'accord? Donc on aura ici, on peut, donc 1 demi de m v0 carré des min carré. D'accord? On aura ensuite un terme en 1 moins 1 sur 4 pi epsilon 0 z2 carré. D'accord? Donc on aura ici fois un terme en des min. Moins ce terme-là, d'accord, constant, moins 1 demi de m. Oh là, vous voyez plus rien, excusez-moi. Je suis pas gaffe. La fatigue. Moins 1 demi de mc carré, ici, égale à 0. Donc je multiplie par des min carrés les deux membres de l'équation. Donc 1 demi de m v0 carré des min carré, moins 1 sur 4 0 z2 carré fois des min, moins 1 demi de mc carré, le tout égale à 0. D'accord? Et pareil, on est confronté à la même difficulté, entre guillemets, où il apparaît une inconnue. Ici, c'est, voilà, c'est égal. Donc là, la constante des airs, vous devez également traduire, voilà, déterminer C par conservation, ici de la norme du moment cinétique du proton lorsqu'il est infiniment éloigné du noyau. Donc là, je vous demande de montrer que, grâce au schéma, vous refaites le schéma, montrez que finalement, on va retrouver la même notation, pardon. Ce qu'on vous donne également un paramètre d'impact B. En fait, vous reprenez le même schéma, hein. Vous faites le même schéma ici, vous remplacez la Terre par le noyau, et ici vous aurez également une branche hyperbole, d'accord? Sauf que le foyer sera ici le foyer le plus éloigné, d'accord, de la trajectoire, et vous avez non pas ici un astéroïde, mais un proton. Faites apparaître le schéma, et sur le schéma, vous allez également montrer que cette constante des airs, c'est le produit CBV0. C'est BV0, pardon, pour la constante des airs, d'accord? Alors, on vérifie la cohérence, hein, si c'est bien des mètres par seconde, mètre carré, seconde moins 1. Donc ça, c'est bon. Donc vous réécrivez, pour réécrire ici, voilà, l'équation, voilà, j'avais noté E donc, tout à l'heure, donc réécrire l'équation E, d'accord? Et ensuite, une fois que vous avez montré ça, d'accord, le delta égale, tac, 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 strictement positif, et il faut déterminer des min, expression de des min, d'accord? Des min égale. Ok? Voilà, et un exo de plus, hein, exo numéro 7, d'accord? Voilà, où la démarche, vous voyez, est la même. La seule différence, c'est l'interaction qui était coulombienne, répulsive. Faites attention au centre de force, hein. Le noyau, cette fois-ci, occupe le foyer le plus éloigné. Forcément, qui dit interaction coulombienne, dit énergie potentielle coulombienne. La forme est différente également, mais la méthode est la même. D'accord? On exploite le fait qu'à distance minimale d'approche, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective. Il faut juste évaluer, ne pas oublier d'évaluer la constante des airs. Voilà, et après, ouais, c'est la même méthode. Ok? Donc là, je regarde, 1h27, très bien, waouh, quand même, 1h30. Soit vous conduisez tranquillement cet exo, d'accord? Je réponds à vos questions. Je suis sur Discord, je suis là, je suis présent, rappelez-vous. Euh, vous continuez cet exo, ou bien, si ça vous paraît simple, vous abordez le 5. D'accord? Là, le 5, et une dernière pour la route. C'est qu'à de le dire, d'accord? Je vous laisse regarder, d'accord? Dans la demi-heure qui reste, l'exo numéro 5, ou vous reprenez hein, le cours ou les TD que l'on vient de faire. Ok? Voilà. Et ça sera déjà très bien hein, pour moi aujourd'hui, d'accord? Sur cette partie cours et sur cet exo. Voilà pour tout aujourd'hui, donc sur la séance ici du mardi 7 avril. Voilà, voilà. À tout de suite.